Le monde ne s'effondre pas parce qu'il est injuste, il s'effondre parce que tu ne sais pas tenir debout. Ce n'est pas la vie qui te détruit, ce sont les réactions que tu choisis face à elle. La plupart des gens passent leur journée à blâmer le destin, la chance ou les autres, sans comprendre que le véritable champ de bataille est à l'intérieur. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que ton propre esprit lorsque tu ne sais pas le maîtriser. La transformation personnelle ne commence pas avec des livres ni avec des phrases inspirantes. Elle commence lorsque tu décides d'arrêter de te mentir. Quand tu regardes ton reflet et acceptes que la cause de ton chaos n'est pas à l'extérieur, mais dans tes décisions, tes habitudes et ta façon de penser. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter d'attendre que le monde change et commencer à te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais impénétrable. D'apprendre à résister sans durcir, à garder son calme lorsque le bruit du monde tente de briser ta concentration. Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber, mais tomber et se relever sans perdre le cap. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité. Elle cherche à te confronter à elle. Elle te montrera que ton potentiel ne dépend pas de la chance, ni de qui te soutient, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. 8 leçons qui t'apprendront à regarder depuis le haut, à t'adapter sans perdre ton essence, à éliminer ce qui t'affaiblit et à construire une vie solide, guidée par la raison et la sérénité. Parce que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle pour ne pas être esclave de rien, pas même de toi-même. On te regarde d'en haut avant de réagir. Un aigle ne se laisse pas attraper par le bruit du sol. Alors que les autres se battent pour des miettes, elle observe depuis les hauteurs, patiente, analysant chaque mouvement avant d'agir. C'est cette attitude qui différencie celui qui se laisse consumer par les émotions de celui qui maîtrise son esprit. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des provocations, des critiques ou des injustices. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Regarder d'en haut avant de réagir, c'est apprendre à élever l'esprit au-dessus du chaos, à gagner en perspective, avant de permettre à une émotion temporaire de détruire quelque chose de permanent. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous donnez votre pouvoir. Lorsque vous répondez avec colère, lorsque vous vous laissez emporter par la frustration ou l'orgueil, vous devenez prisonnier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. En revanche, lorsque vous prenez un moment pour respirer, observer et réfléchir, vous reprenez le contrôle de vous-même. Cet instant de pause est où se mesure la véritable force. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison ou de prouver votre valeur en criant. Le silence et le calme sont des signes d'intelligence émotionnelle. Marc Aurèle le comprenait bien. Au milieu des guerres et des trahisons, il a écrit que l'âme se renforce lorsqu'elle s'élève au-dessus des événements. Non pas parce qu'elle les ignore, mais parce qu'elle les observe avec sérénité. De là-haut, les choses sont mises en proportion. Le problème qui semblait énorme se réduit, l'offense devient insignifiante et l'opinion des autres cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Cette distance mentale n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Pratiquer cette leçon est simple, mais nécessite de la discipline. Lorsque quelque chose vous perturbe, imaginez que vous vous élevez comme un observateur. Regardez-vous de l'extérieur, sans jugement. Demandez-vous, cela mérite-t-il mon énergie? Cela aura-t-il de l'importance demain, dans une semaine ou dans un an? Si la réponse est non, gardez le silence, souriez et continuez. Personne ne peut contrôler celui qui maîtrise son esprit. Regarder d'en haut, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à gagner des disputes, mais à préserver la paix intérieure. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Apprendre à observer avant de réagir fait de vous quelqu'un qui ne répond plus par impulsion, mais par raison. Et lorsque vous y parvenez, aucun mot ne peut vous blesser, aucun échec ne peut vous briser, et aucun chaos ne peut vous gouverner. Parce que celui qui voit d'en haut a compris que le monde restera bruyant, mais en lui règne le silence de la clarté. L'esprit fort ne cherche pas à imposer, il cherche à comprendre. Il ne court pas après le conflit, il le dissout avec sagesse. Être observateur ne signifie pas se rendre, cela signifie choisir les batailles qui en valent vraiment la peine. La prochaine fois que la vie vous provoquera, ne répondez pas immédiatement. Montez mentalement à cette montagne intérieure,
Observez le panorama complet et souvenez-vous que votre réaction définit votre destin. Le sage ne se laisse pas emporter par le vent du moment, car son centre est ferme, son regard est haut et sa paix ne dépend pas du monde, mais de sa propre maîtrise. Adapte-toi sans perdre ton essence. Le bambou résiste aux vents les plus violents, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il sait se plier sans se briser. Sa force réside dans sa flexibilité, non dans sa dureté. Ainsi devrait être l'être humain face au changement, capable de s'ajuster sans perdre sa forme, ferme dans ses valeurs mais adaptable face à l'inévitable. Dans un monde où tout se transforme à un rythme effréné, la rigidité mentale devient une condamnation. Résister au changement ne te rend pas fort, cela te rend fragile. Le sage comprend que s'adapter n'est pas se rendre, mais évoluer intelligemment. Chaque jour, l'environnement change, les gens changent, les plans s'effondrent et les certitudes disparaissent. Celui qui ne sait pas s'adapter reste coincé dans la frustration, blâmant le destin de ne pas s'adapter à ses désirs. Mais la vie ne s'adapte à personne. C'est toi qui dois apprendre à couler sans te dissoudre dans le processus. Sois flexible face à l'extérieur mais ferme avec l'intérieur. C'est la différence entre t'adapter et te perdre. Ne cède pas tes principes, mais ne t'accroche pas non plus aux anciennes formes qui ne servent plus. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu ne peux contrôler les événements, seulement ta réponse à eux. Changer de cap ne signifie pas trahir tes idéaux. Cela signifie avoir la sagesse de savoir quand avancer, quand reculer et quand attendre. T'adapter, c'est agir avec stratégie, pas avec désespoir. C'est observer calmement le terrain et bouger intelligemment sans craindre le jugement ou l'échec. La force ne réside pas dans la résistance à tout, mais dans la capacité à te transformer sans cesser d'être toi. La personne immature s'accroche à la façon dont les choses étaient, la mature s'adapte au présent sans perdre le cap. Demande-toi, combien de fois es-tu resté bloqué par peur de lâcher ce qui ne fonctionne plus? Parfois, ce qui fait mal n'est pas le changement, mais la résistance à celui-ci. Pratiquer cette leçon demande de l'humilité. Accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux te tromper et que parfois le bon chemin ne sera pas le plus confortable. Mais celui qui s'adapte avec dignité trouve toujours un équilibre, car il comprend que l'essence ne dépend pas de l'environnement, mais de la cohérence interne. Garde tes valeurs comme des racines, mais laisse tes branches bouger avec le vent. C'est la formule de ceux qui restent fermes au milieu du chaos. Le stoïcien ne lutte pas contre le courant, il l'utilise pour avancer. Il sait que le changement est inévitable, mais que la perte d'identité est optionnelle. Tu peux te réinventer 1000 fois sans cesser d'être toi, si tes principes restent ton or. Tout comme le bambou revient à sa position après la tempête, tu peux aussi rester debout après chaque coup, plus sage, plus fort et plus conscient. T'adapter sans perdre ton essence n'est pas une compétence, c'est une façon de vivre. Parce que la vraie fermeté n'est pas dans la résistance au changement, mais dans le fait de permettre qu'il te transforme sans t'arracher ce que tu es. 3. Résolvez les problèmes à temps. Un petit fil qui se détache d'un vêtement semble inoffensif, mais si vous ne le coupez pas à temps, il finit par défaire toute la couture. C'est ainsi que fonctionnent les problèmes. Ils commencent comme des détails, comme de légères nuisances, et si vous les ignorez, ils se transforment en tempêtes qui balayent votre calme. La plupart des gens ne échouent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites choses qu'ils n'ont jamais affrontées. Chaque conflit non résolu, chaque décision reportée, chaque conversation évitée s'accumule silencieusement jusqu'à ce qu'un jour, elle explose. La vie ne vous détruit pas d'un coup. Elle vous use peu à peu lorsque vous choisissez de regarder ailleurs. Le stoïcien ne fuit pas les problèmes, il les affronte avant qu'ils ne grandissent. Il sait que chaque difficulté ignorée est une brique dans le mur de l'anxiété. Résoudre à temps ne signifie pas agir avec précipitation, mais avec clarté. Cela signifie reconnaître que le déni n'est pas la paix, c'est une bombe à retardement. Sénèque disait que ce que nous craignons est souvent moins terrible que la peur elle-même. Affronter le problème tôt empêche la peur de l'agrandir. Lorsque vous agissez avec décision, vous coupez à la racine l'incertitude qui cause tant d'usure. Résoudre à temps implique également l'honnêteté envers vous-même.
Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Admettre une erreur, accepter que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une relation s'est détériorée, nécessite du courage. Mais cette sincérité libère. Le déni ne fait que reporter la douleur, il ne l'élimine jamais. Combien de fois avez-vous pensé « je le réparerai plus tard », « je parlerai à cette personne plus tard »,« je changerai plus tard », et ce « plus tard » se transforme en « jamais ». Le temps ne guérit pas ce que vous n'affrontez pas, il l'enterre seulement jusqu'à ce qu'il ressorte avec plus de force. La sagesse stoïcienne enseigne que la sérénité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité de les résoudre avec calme. N'attendez pas que les choses se règlent d'elles-mêmes. La procrastination émotionnelle est le chemin le plus court vers le désordre intérieur. Si quelque chose vous dérange, agissez. Si quelque chose vous fait mal, comprenez-le. Si quelque chose vous inquiète, affrontez-le. Ignorer est plus facile, mais vous paierez un prix élevé. Chaque problème que vous affrontez à temps renforce votre caractère et construit la confiance en vous-même. Un cœur discipliné ne cherche pas à éviter le conflit, il cherche à le prévenir. Apprenez à anticiper ce qui peut vous briser. Si vous remarquez que vos habitudes vous affaiblissent, corrigez-les. Si vous sentez que vos relations vous drainent, clarifiez-les. Si quelque chose vous cause une inquiétude constante, ne le couvrez pas avec des distractions. La tranquillité n'arrive pas par chance. Elle arrive par des décisions fermes. Résoudre les problèmes lorsqu'ils sont encore petits est une forme de respect envers vous-même et envers votre avenir. Celui qui reporte l'évidence perd le contrôle de son destin. Les sages n'attendent pas le moment parfait, ils le créent en agissant avec détermination. Dans la vie réelle, les problèmes ne se dissolvent pas avec l'espoir, mais avec l'action. Faites de la prévention une vertu. Examinez votre vie avec des yeux sincères. Détectez les fissures et réparez-les avant que le poids du temps ne les brise complètement. Il ne s'agit pas de vivre sans erreur, mais de ne pas permettre que les erreurs se transforment en ruine. Résoudre les problèmes à temps est une forme de discipline mentale et émotionnelle. C'est la décision de ne pas laisser le petit détruire le grand, de ne pas permettre que le temporaire affecte l'essentiel. Parce que celui qui affronte le conflit avant qu'il ne grandisse démontre qu'il gouverne sa vie et non qu'il réagit à elle. La paix intérieure ne se construit pas en évitant la douleur, mais en résolvant avec courage tout ce qui menace de la voler. 4. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais à cause de celle qu'il laisse entrer. Il en va de même pour les habitudes que vous tolérez. Peu à peu, elles perforent votre force et la remplissent de poids inutiles, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous vous enfonciez. Ce n'est pas toujours une grosse erreur qui détruit votre vie. Parfois, c'est la somme de petites routines qui semblent inoffensives, mais qui volent votre énergie, votre concentration et votre estime de soi. Les mauvaises habitudes sont comme une fuite silencieuse dans l'âme. Et si vous ne les fermez pas à temps, elles finissent par vous vider. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Chaque habitude que vous contrôlez vous libère de la dépendance, du désordre et de la culpabilité. Mais chaque habitude qui vous domine vous enchaîne à la faiblesse. Vous ne pouvez pas aspirer à un esprit fort si vous nourrissez des comportements qui le corrompent. Examiner vos habitudes n'est pas une tâche confortable, car cela implique de regarder honnêtement les façons dont vous vous sabotez. Que faites-vous quand personne ne vous regarde? Quelles pensées répétez-vous en silence? Quelles habitudes vous éloignent de la personne que vous prétendez vouloir être? Éliminer les habitudes qui vous affaiblissent ne consiste pas seulement à arrêter de faire quelque chose, mais à comprendre pourquoi vous le faites. L'esprit cherche toujours le plaisir, l'évasion ou le soulagement, et beaucoup d'habitudes ne sont que des pansements pour ne pas affronter ce qui fait vraiment mal. Mais chaque fois que vous choisissez le confort au lieu du dépassement, vous perdez une partie de votre force. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de remplacer la distraction par le but, l'excès par la modération et la plainte par l'action. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous répétez tous les jours. Chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne votre caractère.
Manger mal, dormir peu, procrastiner, parler sans réfléchir ou abandonner facilement ne sont pas de simples négligences, ce sont les signes d'un système mental sans contrôle. Sénèque disait que nous ne pouvons pas diriger le vent, mais que nous pouvons ajuster les voiles. Cela signifie que vous ne contrôlez pas les circonstances, mais bien vos habitudes. Et c'est là que réside la différence entre celui qui avance et celui qui stagne. La force ne se construit pas avec la motivation, mais avec la répétition. Changer une habitude demande plus que du désir, cela demande de la cohérence. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer ». Il faut agir même si vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la paresse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, vous augmentez votre respect de vous-même. Et lorsque le respect de soi grandit, beaucoup de doutes disparaissent, car vous ne cherchez plus la validation externe, vous cherchez à vous surpasser. Éliminez ce qui vous diminue. Ne négociez pas avec les habitudes que vous savez nuisibles. Si quelque chose vous vole la paix, coupez le lien. Si quelque chose affaiblit votre esprit, remplacez-le. Si quelque chose vous distrait de l'essentiel, éliminez-le sans culpabilité. La transformation intérieure ne vient pas de l'inspiration, elle vient du nettoyage. Vous ne pouvez pas construire un esprit solide sur des fondations pourries. Chaque jour que vous maintenez une mauvaise habitude, vous donnez du pouvoir à la version la plus faible de vous-même. La véritable discipline consiste à apprendre à vous dire non. Non à l'excès, non à la plainte, non à la négligence. Et ce non n'est pas une perte, c'est une affirmation. Vous choisissez votre force plutôt que votre confort. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent et vous verrez que la vie s'éclaircit. Parce que l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile où la stabilité, la sérénité et la confiance en soi grandissent. C'est le pouvoir de l'autocontrôle, la base sur laquelle toute force intérieure est construite. 5. Construis une vie solide sans dépendre de la chance. Le joueur lance les dés et attend. Le sage construit son destin pièce par pièce. Beaucoup vivent comme des joueurs, pariant chaque jour que quelque chose d'extérieur changera leur chance. Le travail parfait, la bonne personne, le moment idéal. Mais celui qui dépend de la chance finit par vivre dans l'incertitude. Le stoïcien ne lance pas les dés. Il planifie, agit et accepte ce qui vient avec sérénité. Non pas parce qu'il croit avoir le contrôle de tout, mais parce qu'il comprend que la véritable stabilité ne se trouve pas dans l'imprévisible, mais dans ce que tu construis de tes propres mains. La vie solide ne se construit pas sur des désirs, mais sur une structure. N'attends pas de stabilité si tes jours sont guidés par le hasard ou l'improvisation. La discipline et la constance sont les fondations qui remplacent la chance. Marc Aurèle n'attendait pas de fortune, il attendait du caractère. Il savait que lorsque le destin change, la seule chose qui te soutient est ce que tu as cultivé en toi. Si tu te prépares, le hasard cesse de te faire peur. Si tu agis avec un but, le résultat cesse de te gouverner. Beaucoup disent « il a eu de la chance », mais ignorent les heures silencieuses de travail, les renoncements, la clarté d'esprit et la patience qui se cachent derrière chaque véritable réussite. La chance n'est que le reflet de la préparation rencontrant l'opportunité. Celui qui ne se prépare pas, même si l'opportunité se présente, ne saura pas la reconnaître. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que les circonstances s'alignent, aligne ta vie avec tes valeurs. Sois l'architecte, pas le spectateur. Construire une vie solide, c'est décider quel type de personne tu veux être quand tout échoue. C'est avoir des principes si solides qu'aucune tempête ne peut les renverser. Tu ne peux pas dépendre de l'extérieur, car tout ce qui est extérieur change. L'argent se perd, les gens partent, les promesses sont brisées. La seule chose qui t'appartient vraiment est ton caractère. Si tu le renforces, rien ne peut t'ébranler. Si tu le négliges, n'importe quel vent peut te renverser. Chaque décision que tu prends est une brique. Si tu les bases sur des émotions, tu construis avec du sable. Si tu les bases sur des valeurs, tu construis avec de la pierre. La chance peut te pousser, mais seule la constance te soutient. Les stoïciens le savaient bien. On ne contrôle pas la fortune, mais on contrôle la préparation. Sénèque a écrit que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité.
En d'autres termes, le hasard favorise celui qui était déjà prêt à agir. Choisis d'être solide même quand il n'y a pas de garantie. Vise avec l'état d'esprit de celui qui travaille pour ce qu'il désire sans dépendre du résultat. Chaque jour que tu choisis d'agir plutôt que d'attendre, tu renforces ton destin. N'attends pas le moment parfait. Fais du moment le parfait avec ton effort. Les fondations d'une vie stable sont construites avec de petites actions répétées, avec des décisions cohérentes, avec des principes inébranlables. Construire sans dépendre de la chance est une déclaration d'indépendance. C'est affirmer que ta paix ne dépend pas du climat, que ton succès ne dépend pas des applaudissements, que ton but ne dépend pas de ce que font les autres. C'est toi qui décides de te lever chaque jour avec fermeté, clarté et courage. La chance peut être un élan, mais elle ne sera jamais un plan. Si tu te prépares, si tu réfléchis calmement et agis avec discipline, tu n'auras pas besoin de chance, car tu auras appris quelque chose de plus puissant, la capacité de créer ton propre destin. 6. Demander de l'aide est aussi une force. Un arbre ne grandit pas seul. Ses racines s'entrelacent avec celles des autres arbres, partageant l'eau et les nutriments sous la terre. Ce qui semble être de l'indépendance à première vue est en réalité un réseau silencieux de soutien. C'est ainsi que fonctionne l'être humain, bien que beaucoup refusent de l'accepter. On nous a appris que la force est de résister sans aide, que demander du soutien est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un acte de sagesse. L'orgueil mal compris a détruit plus de vies que l'échec lui-même. Celui qui s'isole, par peur de paraître faible, finit par porter un poids qu'il aurait pu partager. Demander de l'aide ne signifie pas se rendre. Cela signifie reconnaître les limites naturelles de l'être humain. Personne ne peut tout faire, et celui qui essaie finit par s'épuiser, se vider ou pire, devenir cynique. Les stoïciens comprenaient que la force ne réside pas dans le fait de tout faire seul, mais dans le fait d'agir avec raison. Et la raison sait quand une aide extérieure est nécessaire. Marc Aurèle, empereur du monde connu, avait des mentors, des conseillers et des amis avec qui il partageait ses pensées les plus profondes. Si même le plus puissant avait besoin de conseils, pourquoi pas vous? Le problème est que l'ego confond indépendance et isolement. Mais la véritable indépendance n'est pas de s'éloigner des autres, mais de maintenir son autonomie tout en acceptant de l'aide quand c'est nécessaire. Celui qui demande de l'aide en toute conscience et non par dépendance fait preuve de maturité. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que quelque chose vous dépasse, c'est du courage. Car l'admettre exige de l'humilité, et l'humilité est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Demander de l'aide est aussi une forme de connexion. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez l'opportunité de contribuer, de se sentir utile, de créer un lien authentique. En revanche, ceux qui se ferment par orgueil construisent des murs qui les isolent. Personne ne peut grandir derrière un mur. La solitude auto-imposée n'est pas la liberté. C'est une prison aux murs invisibles. Il ne s'agit pas de dépendre, mais de partager le poids du chemin sans perdre le contrôle de la direction. Le stoïcisme ne promeut pas l'autosuffisance absolue, il promeut la raison. Et la raison comprend que l'être humain est un être social, qui se renforce en communauté. Sénèque a écrit que le sage peut être autosuffisant, mais qu'il apprécie néanmoins la compagnie, parce qu'il sait qu'il n'a besoin de personne, mais qu'il valorise tout le monde. C'est la différence entre celui qui cherche de l'aide par faiblesse et celui qui la demande par sagesse. Pratiquer cette leçon implique de cesser de voir la vulnérabilité comme un ennemi. Montrer que vous ne pouvez pas tout faire ne vous rend pas fragile, cela vous rend réel. Et ce qui est réel est toujours plus fort que ce qui est parfait. Accepter que parfois vous avez besoin de conseils ou de compagnie ne diminue pas votre pouvoir, il l'amplifie. Car celui qui apprend à s'appuyer sur les autres ne tombe pas, il s'élève. Le véritable fort n'est pas celui qui supporte tout en silence, mais celui qui a le courage de dire « j'ai besoin d'aide » avant de s'effondrer. La force réside dans l'honnêteté, dans l'ouverture et dans la capacité à garder son orgueil sous contrôle. Aucune grande vie n'a été construite en solitude, pas même celle des sages. Si vous voulez avancer, apprenez à accepter les mains sincères, mais aussi à discerner lesquelles le sont.
Demander de l'aide est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de soi avant de se briser. C'est choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, la clarté plutôt que le masque, la guérison plutôt que l'épuisement. Car le véritable guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, en tombant, a la sagesse de se relever avec de l'aide quand c'est nécessaire. C'est la force qui perdure, celle qui ne se nourrit pas de l'ego, mais de la compréhension profonde que l'union, lorsqu'elle est authentique, ne vous diminue pas. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un guerrier ne mesure pas sa valeur par les batailles qu'il gagne, mais par la façon dont il se relève après chaque défaite. La vie ne pardonne pas à celui qui trébuche, mais récompense celui qui apprend. Tomber n'est pas un signe d'échec, c'est une partie du processus. Ce qui détruit n'est pas la chute, mais l'attitude avec laquelle tu choisis de te relever. Beaucoup restent au sol en blâmant le destin. D'autres se dépoussièrent, observent le coup et se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question est celle qui transforme la douleur en sagesse. Chaque erreur a un message, mais seul celui qui s'arrête pour l'écouter parvient à grandir. La plupart fuient l'erreur comme si c'était une marque permanente, alors qu'en réalité, c'est le professeur le plus honnête que tu auras. Le stoïcisme enseigne que rien n'est perdu tant que tu continues à apprendre. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle est le chemin, que ce qui se met en travers de ton progrès peut devenir une partie du progrès lui-même si tu le regardes avec les bons yeux. Tomber n'est pas reculer, c'est avoir l'opportunité de recommencer avec plus de clarté. La véritable force ne se démontre pas en évitant la douleur, mais en la traversant avec conscience. Chaque faux pas révèle quelque chose de toi, ta patience, ton caractère, ta capacité d'autocontrôle. Les défaites sont des miroirs qui montrent où tu as encore besoin de travailler. Si tu les ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu les analyses, tu évolues. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de ne pas faire de la chute une résidence. Le sage accepte ses erreurs sans honte, car il sait qu'elles font partie de son développement. L'immaturité cherche des coupables, la maturité cherche des solutions. Chaque fois que tu assumes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu cesses d'être une victime et tu deviens l'architecte de ton destin. La douleur se transforme en leçon seulement lorsque tu l'affrontes avec honnêteté. Il n'y a pas de croissance sans friction, ni de progrès sans résistance. Transformer la chute en apprentissage signifie aussi renoncer à l'auto-apitoiement. De lamenter éternellement ne change pas le passé, mais le comprendre change l'avenir. Demande-toi ce que cette expérience t'a montré sur toi, sur tes limites, tes faiblesses ou tes peurs. Lorsque tu observes tes erreurs avec raison, tu découvres que l'échec n'était pas une punition, c'était une correction. Parfois, la vie te renverse pour te forcer à regarder sous un autre angle, à remettre en question ton approche, à reconstruire sur une base plus solide. Ne te punis pas pour être tombé, mais ne te donne pas non plus d'excuses pour rester en bas. Chaque fois que tu te relèves avec une nouvelle leçon, ton esprit devient plus fort. La résilience n'est pas seulement de la résistance, c'est de l'adaptation avec un but. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme carburant. C'est ainsi que se forge le caractère, dans le feu des difficultés et dans le calme qui suit la compréhension. Les stoïciens savaient que la chute était inévitable, mais que la souffrance prolongée était optionnelle. Épictète, qui est né esclave et a été l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler ce que tu en fais. C'est l'essence de cette leçon. Transformer le coup en élan, la blessure en sagesse, la perte en direction. Chaque chute est un examen de ton esprit. Tu peux abandonner ou tu peux mûrir. Tu peux rester à regarder le sol ou regarder vers le ciel et continuer. La vie n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de constance. Apprendre de tes erreurs ne te rend pas faible, ça te rend invincible. Parce que lorsque tu apprends à voir la valeur cachée dans chaque chute, tu comprends que rien n'a été en vain et que chaque pas, même le plus douloureux, t'a rapproché de ta meilleure version. 8. Vis avec intégrité. Même en silence, le bâtiment peut sembler imposant, mais si sa structure est fissurée, un petit tremblement suffit pour qu'il s'effondre.
Il en va de même pour les personnes. Beaucoup semblent solides, mais manquent d'intégrité à l'intérieur. La véritable force ne se montre pas en public, elle se construit en silence, lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même, lorsque le monde ne regarde pas. C'est rester fidèle à tes principes, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne ne le reconnaît. Parce que le respect de soi ne se gagne pas en parlant de valeurs, mais en vivant selon elles. À une époque où tout le monde cherche l'approbation, maintenir la cohérence est devenu un acte de rébellion. Beaucoup changent de position en fonction de la compagnie ou du bénéfice, mais le stoïcien comprend que la paix intérieure dépend de la congruence. Il n'y a pas de calme pour celui qui se trahit lui-même. Chaque fois que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, ton esprit s'en souvient, ton corps le ressent et ton esprit en souffre. L'intégrité ne concerne pas la perfection, mais la cohérence. Pas d'être infaillible, mais d'avoir l'humilité de te corriger quand tu te trompes. Vivre avec intégrité implique de prendre des décisions qui parfois ne te conviennent pas, mais te rendent honneur. Cela signifie ne pas vendre ton silence par peur ni ta parole par commodité. Cela implique de dire la vérité même si ça fait mal, de tenir ta parole même si personne ne t'y oblige et d'agir avec droiture même si personne ne te récompense. Le respect n'est pas comment les autres te traitent, c'est comment tu décides de répondre quand on te manque de respect. C'est là que se voit ton véritable pouvoir. N'importe qui peut rester calme quand tout va bien, mais seul celui qui maîtrise son esprit peut le faire quand quelqu'un le provoque. Parce que le respect ne se gagne pas avec des cris, ni avec l'autorité, mais avec l'autocontrôle, avec la tempérance et avec la capacité de maintenir ton centre quand tout essaie de t'en sortir. Nous vivons entourés d'égos fragiles qui confondent le respect avec la peur et l'éducation avec la faiblesse. Mais le stoïcisme enseigne que la dignité ne se négocie pas, que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour démontrer de la valeur, ni de détruire l'autre pour te sentir fort. Le respect commence quand tu apprends à répondre avec vertu, pas avec impulsion. Quand tu choisis le calme au lieu du chaos. Quand tu comprends que ta réaction définit plus qui tu es que l'offense elle-même. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et c'est vrai. Parce que quand tu réagis depuis la colère, tu deviens la même chose qui t'a blessé. Mais quand tu choisis la sérénité, tu désarmes toute tentative de provocation. La tempérance n'est pas la faiblesse, c'est la force contenue. C'est regarder en face le manque de respect et ne pas perdre ton équilibre interne. Cette vidéo ne traite pas de comment exiger le respect, mais de comment le rayonner. De comment transformer la provocation en enseignement, l'offense en croissance et le silence en pouvoir. Parce que te respecter toi-même est le premier pas pour que le monde apprenne à le faire. Et quand tu réussis à maîtriser ce calme, tu ne dépends plus de la validation de personne, parce que ta paix intérieure devient ton bouclier le plus puissant. 1. Réponds avec vertu, pas avec impulsion. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore, comme le feu qui révèle de quoi est fait le métal. Certains fondent au premier contact avec la provocation. D'autres se durcissent et se forgent dans la chaleur du moment. C'est la différence entre réagir et répondre. Entre laisser tes émotions te contrôler ou les transformer en ton outil de force. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est la boussole qui guide chaque décision, même dans les moments où le respect semble disparaître complètement. Répondre avec vertu ne signifie pas se taire face à l'injustice. Cela signifie agir avec sagesse. Ne pas laisser la colère, l'orgueil ou le besoin d'avoir raison prendre le dessus sur toi. Celui qui maîtrise son impulsion maîtrise son destin, car chaque réaction est une déclaration silencieuse de qui tu es vraiment. Lorsque quelqu'un te provoque, il ne teste pas ta force physique ni ton intelligence, il teste ton contrôle interne. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'ils confondent la réaction rapide avec le pouvoir, alors qu'en réalité le calme est la forme d'autorité la plus élevée. Les stoïciens enseignaient que l'impulsion est un feu éphémère, tandis que la vertu est une flamme qui ne s'éteint pas.
Marc Aurèle le savait lorsqu'il a écrit que la meilleure défense contre l'offense est de ne pas la laisser pénétrer dans ton âme. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, tu as deux chemins. Te rabaisser au niveau de celui qui t'offense ou t'élever au-dessus de lui sans perdre ton sang-froid. La première option alimente le chaos. La seconde construit un respect authentique. La vertu ne cherche pas la vengeance, elle cherche la cohérence. Parce que celui qui agit à partir de l'équilibre n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il reflète simplement la grandeur. Répondre avec vertu implique d'apprendre à faire une pause avant de parler, à respirer avant de réagir, à réfléchir avant de rendre le coup. C'est regarder la situation de haut, comme si tu observais une scène étrangère à toi. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Lorsque tu comprends cela, tu comprends que le manque de respect n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Personne ne peut te retirer la paix si tu ne la cèdes pas. Et cette maîtrise émotionnelle est ce qui distingue le sage du commun. En pratique, cela signifie ne pas répondre immédiatement aux messages qui cherchent à te provoquer, ne pas tomber dans des discussions sans sens, ne pas perdre ton calme pour des paroles vides. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à gagner chaque bataille, car la vraie victoire est de garder ta sérénité intacte. C'est observer celui qui te manque de respect et penser « Je ne peux pas contrôler son comportement, mais je peux contrôler le mien ». Cette simple phrase peut te sauver de nombreux conflits. La vertu est une force silencieuse. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne répond pas à l'ego. Agir avec vertu, c'est avoir la capacité de regarder la provocation dans les yeux et de décider qu'elle ne mérite pas ton énergie. Parce que le respect se démontre avec équilibre, pas avec réaction. La personne qui maîtrise ses impulsions inspire non seulement le respect, mais impose également sa présence. Non pas par la peur, mais par le calme. C'est ainsi que tu commences à transformer chaque moment de manque de respect en une opportunité de pratiquer ta grandeur. Parce que répondre avec vertu ne te rend pas faible, cela te rend invincible. Et lorsque tu y parviens, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu deviens ce rocher solide au milieu du feu, celui qui ne fond pas mais qui brille avec plus de force à chaque fois qu'on essaie de le briser. C'est le respect dans sa forme la plus pure, la vertu mise en action. 2. Poser des limites à partir de l'amour-propre. Il y a des gens qui ont l'habitude de laisser la porte ouverte, en espérant que les autres sachent jusqu'où ils peuvent entrer. Mais le respect ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'établis pas tes propres limites, quelqu'un d'autre décidera pour toi où elles se terminent. Les limites sont comme des murs invisibles qui protègent ta paix intérieure, non pas comme des barrières qui isolent, mais comme des rappels de ce que tu n'es plus disposé à permettre. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre, parce que prendre soin de toi est aussi une façon de te respecter. Le problème, c'est que beaucoup ont du mal à dire non par peur de décevoir, de perdre de l'affection ou de paraître dur. Mais les stoïciens savaient que celui qui vit pour plaire finit par être asservi par l'opinion des autres. Sénèque l'a exprimé clairement, celui qui dépend de la faveur des autres ne sera jamais libre. Tes limites sont une déclaration silencieuse de liberté, une façon de dire « je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de me rabaisser pour conserver ton approbation ». Et cela, bien que cela puisse déranger les autres, te place sur le chemin de l'authenticité. Poser des limites à partir de l'amour propre signifie le faire sans haine ni rancœur. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clarté. Ce n'est pas fermer des portes, c'est enseigner comment elles doivent être touchées. Parfois, ce sera aussi simple que de ne pas répondre immédiatement à celui qui ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ou de t'éloigner de celui qui franchit constamment tes limites émotionnelles. D'autres fois, ce sera aussi ferme que de t'éloigner complètement des environnements où ton énergie s'épuise. L'important est que tu comprennes que chaque fois que tu choisis de te taire face à ce qui te blesse, tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de continuer à te blesser. Marc Aurèle enseignait que l'esprit doit être une forteresse. Mais aucune forteresse ne reste debout si elle laisse entrer l'ennemi chaque fois qu'il frappe à la porte. Tes limites sont ces murs qui soutiennent ton intégrité.
non pas pour enfermer ton cœur, mais pour empêcher quiconque de le piétiner. Lorsque quelqu'un t'accuse d'être froid pour te protéger, rappelle-toi que le véritable respect ne vient pas de la complaisance, mais de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu permets. Et oui, poser des limites peut faire mal. Il y aura des gens qui s'éloigneront, d'autres qui te traiteront d'arrogant ou de distant. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. La plupart des gens ont peur de ceux qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et c'est pourquoi ils confondent la fermeté avec l'orgueil. Le respect naît lorsque quelqu'un comprend qu'il ne peut plus jouer avec ton temps, ton énergie, ni ta paix. Cette fermeté ne détruit pas les liens, elle les purifie. Parce que celui qui t'apprécie vraiment comprendra tes limites et les respectera sans condition. D'un point de vue pratique, poser des limites signifie ne pas justifier constamment ce que tu es, ne pas t'expliquer encore et encore à celui qui ne veut pas te comprendre, ne pas rester là où ta présence est prise pour acquise. Cela signifie prendre soin de tes émotions comme d'un trésor, ne pas les donner à celui qui ne sait pas les gérer. Chaque fois que tu te choisis, tu te renforces. Chaque fois que tu dis « jusqu'ici », tu réaffirmes que tu te valorises. L'amour-propre ne crie pas, n'exige pas, ne supplie pas. Il agit simplement avec fermeté et sérénité. Poser des limites à partir de l'amour-propre, c'est dire au monde « je peux t'aimer, je peux t'aider, mais je ne vais pas me perdre moi-même dans la tentative ». Et lorsque tu réussis à le faire, tu découvres quelque chose de puissant. Celui qui se respecte profondément n'a pas besoin d'imposer le respect, parce que sa seule présence le transmet. C'est le pouvoir des limites, non pas pour séparer, mais pour te maintenir entier dans un monde qui essaie de te fragmenter.